Bonjour et bienvenue sur Algomus. Je commence une série de vidéos pour parler du langage C, après avoir déjà commencé quelques vidéos sur le C++. Dans ces vidéos, je vais reprendre exactement les mêmes exemples, donc entre les deux langages, et je vais simplement utiliser la spécificité de chacun des langages sur les exemples que je vais traiter. Cela va permettre de bien voir la différence entre la syntaxe du C et la syntaxe du C++. Alors la différence entre les deux langages, tout simplement, c'est que le C++ est une évolution du C, et que tout ce qui est vrai en C l'est également en C++. La seule chose, c'est que le C ne comporte absolument pas de programmation orientée objet, ne peut pas utiliser d'objets, et en ce sens, va être limité en termes des bibliothèques qu'ils vont pouvoir utiliser. Si vous avez des bibliothèques, par exemple, qui concernent des objets, comme par exemple l'objet string ou l'objet vector, eh bien vous ne pourrez pas les retrouver en C. Donc la syntaxe est un petit peu différente, et nous allons voir comment écrire des programmes qui respectent exactement la syntaxe du C. Pour cette première vidéo sur le C, nous allons parler des variables et des types. Et effectivement, les variables, c'est l'élément de base dans un programme, puisque un programme est censé nous faire des calculs, nous fournir des résultats. Et le but, tout simplement, c'est de ne pas oublier ces résultats, de pouvoir les stocker quelque part en mémoire, pour pouvoir de nouveau y accéder si jamais on a besoin de ce résultat. Alors on va essayer de comprendre ce qu'est une variable en C, et comment l'utiliser. On va parler un petit peu du programme principal, donc on aura beaucoup de choses qui vont être en commun entre le C et le C++. On va voir comment est-ce que je peux interagir avec le programme, c'est-à-dire comment je peux lui fournir des valeurs et comment je vais pouvoir le récupérer. Nous allons nous intéresser à la notion de commentaire dans un programme. Les commentaires, c'est tout simplement des symboles qui sont destinés uniquement aux développeurs et que la machine ne doit pas interpréter comme étant une instruction valable. Nous allons ensuite nous intéresser aux différents types que nous allons pouvoir rencontrer dans un programme. Le type numérique, avec les entiers et les réels, le type caractère. Je vous rappelle que le type string est un objet utilisable dans C++ et qu'il n'est donc pas disponible en C. Nous allons parler un petit peu de typage implicite et de typage explicite. Et enfin, nous allons terminer par l'utilisation de constantes, qui sont des variables un petit peu particulières dont la valeur ne peut pas changer au cours de l'exécution du programme. Naturellement, au cours de ces différentes notions que nous allons aborder, nous allons à chaque fois utiliser des exemples concrets, nous allons écrire des petits programmes en C pour voir un petit peu comment on peut se familiariser avec la syntaxe de ce langage de programmation. Alors je vous propose de commencer directement en essayant de voir ce qu'est une variable en C et essayer de comprendre comment je peux l'utiliser. Alors qu'est-ce qu'une variable? Alors une variable en C, c'est un mécanisme qui nous permet d'accéder à la mémoire en lecture et en écriture. Je vais donc pouvoir sauvegarder directement une valeur dans la mémoire et je vais pouvoir la récupérer. Alors le C est un langage que l'on dit à typage explicite, c'est-à-dire que quand vous déclarez une variable, c'est-à-dire que quand vous voulez associer un nom à une zone mémoire, vous êtes obligé de dire de quel type est la variable. Vous êtes obligé de dire que vous allez stocker un entier, un double, un caractère ou n'importe quel type que vous allez utiliser. Et cela, vous devez le faire puisqu'en c'est à partir de ce type que le langage de programmation va déterminer la forme sous laquelle va être sauvegardée la valeur. Nous en apprendrons plus quand on parlera un petit peu des différents types que l'on peut manipuler dans le langage de programmation, comme par exemple les entiers, les caractères ou les booléens. Alors, si je déclare juste une variable, c'est-à-dire que si je déclare juste un int a, par exemple, donc j'ai déclaré une variable entière de type a, pour l'instant, je ne lui ai pas affecté de valeur. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais juste prendre un petit Excel pour expliquer tout ça. Je vais écrire un petit peu plus grand. Voilà. Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, la mémoire, ça va être simplement avec un meuble qui est rempli d'étagères, comme je le dis souvent. Et pour l'instant, si je fais un int a, ça veut tout simplement dire que je vais prendre une zone mémoire disponible dans la mémoire et je vais y associer le libellé a. Sauf que vous voyez que pour l'instant, je n'ai rien mis dans la mémoire. Il n'y a rien pour l'instant. Alors qu'est-ce que je risque de trouver si j'utilise a avant de l'avoir initialisé? Je risque de, dans le meilleur des cas, avoir une initialisation qui est prévue à 0, donc je risque d'avoir la valeur 0. Ou alors, je peux récupérer la valeur qui se trouvait dans la mémoire, qui a été stockée, par un autre programme. Quand je libère la mémoire, je ne remets pas forcément la mémoire à 0, donc je pourrais récupérer, la valeur qu'un autre programme aurait placée à cet endroit-là. Dans les deux cas, je pars, avec une mauvaise valeur, et c'est pas une bonne idée.
d'utiliser ce genre de choses. Le mieux, c'est donc effectivement de déclarer une variable et de directement lui fournir une valeur. Et ça permet en fait d'éviter énormément de problèmes lorsque on se retrouve face à un problème en C++. Comme ça, on est sûr en fait de la valeur qui est contenue dans ma variable. Ok. Autre chose, je peux nommer ma variable, je peux lui donner n'importe quel nom à partir du moment où je respecte certaines règles. Je ne peux pas commencer le nom d'une variable par un chiffre et je ne peux pas utiliser un mot-clé du langage. Donc je n'ai pas le droit d'utiliser par exemple les mots-clés du langage, comme par exemple en C, main, int, void, double, ce genre de choses. Tous les mots en fait qui ont une signification au sens du langage. Et sinon en fait je suis ouvert à n'importe quel nom de variable. Tous les autres noms peuvent être mis en place. Avant d'utiliser une variable, je suis obligé en fait de déclarer ce que l'on appelle le programme principal. Alors le programme principal, c'est tout simplement la partie du programme, en fait, c'est le point de départ de mon programme, c'est par là en fait que je vais en fait commencer. Et je vais essayer de m'intéresser déjà à la fonction principale. Effectivement, en C, toutes les instructions se retrouvent dans des fonctions. Et il y a une fonction un petit peu particulière, qui est la fonction main. La fonction main est la fonction qui sera lancée au début de votre projet. Donc si vous lancez un programme, C++ va déterminer où se trouve votre fonction main et ça va être son point d'entrée, c'est par là en fait qu'il va commencer à exécuter votre programme. Donc ça implique que vous ne pouvez pas avoir deux fonctions qui s'appellent main et ça implique également qu'il faut obligatoirement au moins une fonction main. Vous ne pouvez pas vous passer de main parce que sinon ça voudrait dire que vous ne donnez plus de point d'entrée en fait à votre programme. Ok, ça marche. Donc on va essayer de faire un petit programme. On va essayer de se lancer un petit programme. Alors, je vais prendre un Visual Studio Code. Alors, je vais d'abord travailler sur l'affichage, donc je vais simplement créer quelque chose qui s'appelle affichage.c. Et vous voyez que, alors j'ai fait .c minuscule, hein, et vous voyez effectivement que Visual Studio Code a tout de suite compris que j'allais programmer en C. Je vais donc tout de suite indiquer ma fonction principale. Je vais écrire un petit peu plus grand. Ma fonction principale, eh bien, j'ai dit qu'elle doit s'appeler main, et cette fonction principale, donc comme c'est une fonction, je dois la faire suivre de parenthèses, hein. Une fonction, ça est toujours suivi de parenthèses, même lorsqu'il n'y a pas de paramètres, ça on le verra un petit peu plus tard, et j'ai toujours une valeur de retour pour ma fonction. Alors ici, c'est int main. Alors ça, j'en parle pas beaucoup dans cette vidéo, on reviendra dessus. Pourquoi est-ce que la fonction principale renvoie un entier? Tout simplement, ça permet de dire en fait que si jamais le programme s'est bien terminé, je peux retourner une valeur, par exemple 0, et si le programme s'est mal terminé, j'ai la possibilité de renvoyer un code erreur sur lequel je peux rebondir et savoir en fait qu'est-ce qui s'est mal passé. Ok, donc là j'ai créé mon main, et si je veux utiliser en fait une variable entière, que j'appelle par exemple i, eh bien pour définir ma variable i, je suis obligé de donner son type, et donc en fait int i est de type entier. Je vais mettre simplement un point virgule. Le point virgule est un symbole qui me permet en fait de séparer les instructions du C++. Là où les langages comme Python jouent énormément sur l'indentation, en C++, je pourrais tout à fait écrire un programme intégralement sur une seule ligne. Alors ça serait pas lisible, hein, surtout ne le faites pas, mais syntaxiquement, le programme ne serait pas faux, et C++ en fait détermine les instructions, en fait, à chaque fois que vous avez un point virgule, pour lui c'est la fin d'une instruction et le début d'une nouvelle instruction. Vous pourriez effectivement écrire tout un programme C++ intégralement sur une ligne. Voilà, donc là j'ai quelques éléments de base, et je l'ai dit, en fait, si je fais un int i tout simplement, j'ai simplement réservé une zone mémoire que j'ai appelée i, mais pour l'instant je n'ai encore rien mis dans cette zone mémoire, et donc effectivement une bonne pratique serait directement de mettre une valeur, et donc ça ferait que la réservation de ma variable i en mémoire en fait contiendrait la valeur 0. Voilà, donc je suis sûr que pour le reste du programme au moins, eh bien ma valeur est initialisée. Ok. Est-ce que j'ai tout dit? Donc les parenthèses à main, c'est parce que c'est une fonction. Alors pour l'instant les parenthèses sont vides, il n'y a rien à l'intérieur. Tout simplement parce que je n'utilise pas de paramètres pour l'instant. On va voir que la fonction main a des paramètres, mais pour l'instant, je ne l'utilise pas. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ok. Alors maintenant, la première chose que l'on va faire, tout simplement, c'est que l'on va essayer de discuter avec le programme. Alors discuter avec le programme, ça veut dire que je vais donner
la possibilité à l'utilisateur du programme de pouvoir saisir une information, et je vais aussi lui donner la possibilité de pouvoir en fait me renvoyer un résultat. Donc ça, ce sont vraiment des fonctionnalités de base qui me permettent d'interagir, et sans ces fonctions-là, en fait, le programme serait une boîte noire sur laquelle je n'aurais vraiment aucun accès. Avoir un programme qui calcule des choses justes, c'est très bien, mais si à la fin, en fait, le programme n'est pas en capacité de vous fournir le résultat, bah, en fait, vous allez avoir un problème puisque vous n'allez pas pouvoir le récupérer. Donc ça ne sert à rien de calculer quelque chose que vous ne pouvez pas récupérer à la fin. Donc on va essayer de voir comment je peux récupérer des données et comment je peux afficher des données. Donc pour cela, en fait, j'ai besoin d'une bibliothèque. Et cette bibliothèque, c'est la bibliothèque standard d'entrée-sortie. Et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle stdio, std in out. C'est la bibliothèque qui contient donc toutes les fonctionnalités d'entrée-sortie qui me permettent donc d'interagir avec le programme. Pour inclure une bibliothèque, j'ai deux possibilités en C, pas en C cette fois-ci. Je vais donc inclure cette bibliothèque et c'est ce qui va me permettre d'utiliser directement les fonctions de lecture et d'écriture, donc je n'ai pas en fait à réécrire systématiquement ces deux bibliothèques. Donc je suis dans la bibliothèque standard et dans la bibliothèque standard je prends la inout.h. Alors tout simplement .h parce que .h ce sont ce qu'on appelle les headers. Headers en fait ce sont les en-têtes de la fonction, donc je n'intègre pas toute la fonction, j'en intègre que les headers. Et en fait, les liens vont se faire au moment de l'édition des liens dans le processus de compilation. Ça, c'est quelque chose sur lequel on viendra également. Alors, j'ai deux syntaxes en C qui fonctionnent. J'ai le stdio.h, ou alors je peux prendre une syntaxe qui est un petit peu plus, qui vient du C++, qui est de dire, en fait, je vais me passer du .h et je vais simplement mettre un C pour dire, en fait, tout simplement que c'est la bibliothèque standard de C. Et donc, j'ai le droit aussi de faire un include de C stdio, cette fois-ci sans le H. On est sur une syntaxe plus proche du C++, mais qui est aussi valable en C. À partir de ce moment-là, puisque j'ai intégré cette bibliothèque, j'ai maintenant le droit d'utiliser les fonctionnalités qui vont me permettre d'afficher et de récupérer des valeurs d'un utilisateur. Alors, on a essentiellement deux fonctions qui vont nous permettre de faire ces opérations. La fonction scanf qui va nous permettre de lire une information sur la fenêtre du terminal et le printf qui me permet d'écrire une information sur le terminal. Et donc grâce à ces deux petites fonctions, tout simplement, je vais avoir la possibilité de pouvoir échanger avec le programme. Il n'y a plus qu'à voir en fait quels sont les paramètres de cette fonction pour les utiliser au mieux. Alors la fonction printf, déjà pour commencer, elle va écrire sur la sortie standard, donc par défaut c'est le terminal, mais on pourrait très bien modifier la sortie standard pour que la sortie standard soit un fichier par exemple. Et le premier argument de cette fonction, c'est simplement la chaîne de caractères à écrire. Les arguments suivants dans la fonction sont les variables en fait dont je veux obtenir la valeur. Donc l'idée de la fonction printf, tout simplement, c'est de créer en fait une espèce de chaîne de caractères à trous. C'est-à-dire que vous dites, voilà, je vais faire une chaîne de caractères, ici je vais mettre la valeur d'une première variable, ici je vais mettre la valeur d'une deuxième variable, et ensuite je vais donner dans un second temps toutes les variables que je vais pouvoir écrire. Ok. Alors il y a encore une difficulté supplémentaire, c'est que vous devez aussi donner le type de la variable que vous voulez écrire. Alors imaginons par exemple que n contient un âge, et je vais écrire que j'ai n ans, et que ça remplace en fait le n par la valeur de l'âge. Et bien en fait, je vais me retrouver avec un printf qui va prendre en paramètre j'ai, puis %d. %d dit en fait que ici je laisse de la place pour mettre un entier. Ensuite, je mets la fin de ma chaîne de caractères en, et à la fin de ma chaîne de caractères, et bien tout simplement, je vais mettre la valeur n pour dire en fait, c'est la valeur de n que je veux remplacer dans le %d. À chaque fois que vous avez des types différents, vous allez devoir utiliser un indicateur de formats différents. Vous avez %d qui va être l'entier, %f qui va être le réel, %c qui va être le caractère et %s qui va être la chaîne de caractères. Ok. Alors là, je vous propose de faire de reprendre notre programme et simplement de faire un petit affichage. Donc on avait dit que j'avais une valeur n qui donnait mon âge. Donc on va mettre par exemple le 35 dedans. Et ce que je veux faire, c'est je veux faire un printf, fonction d'affichage. Et dans un premier temps, je vais donc écrire ma chaîne, j'ai... Alors j'ai quoi? J'ai la valeur de n.
la valeur de n c'est un entier, donc comme c'est un entier, je vais mettre un %d. Vous voyez que le %d n'est pas de la même couleur que le reste de la chaîne de caractères. C a parfaitement compris que ce %d correspond en fait à un caractère qui va être remplacé par une valeur. Puis je termine ma chaîne de caractères. Il ne faut pas que j'oublie, naturellement, de mettre en fait la variable en fait dont je veux remplacer la valeur. Ok? Ça veut dire aussi que si j'ai plusieurs valeurs, par exemple, prenons par exemple l'année, j'ai donc déclaré une autre valeur entière que j'ai appelée année et dans laquelle j'ai mis 2023. J'ai 35 ans, et je vais mettre l'année. L'année est également une variable entière, et donc en fait j'ai une chaîne de caractères qui demande deux entiers. Le premier entier c'est l'âge, le deuxième c'est l'année, donc il faut que je donne le premier c'est l'âge, c'est n, le deuxième c'est l'année, année. J'oublie pas mon point virgule, et je vais compiler mon programme, donc je vais utiliser G++ sur affichage.c, et je vais donner en sortie le nom de affichage. Voilà, je vais lancer affichage. Ah, je suis sur PowerShell. Affichage, et donc 35 ans en 2023. Vous voyez en fait que les valeurs des différentes variables en fait ont été remplacées dans la chaîne de caractères et j'ai bien reconstitué ma chaîne de caractères. Donc maintenant en fait j'ai une fonctionnalité qui me permet en fait de communiquer avec l'ordinateur, enfin au moins dans un sens. Pour l'instant le programme arrive à me communiquer des informations. Ok, ça marche. Si je veux maintenant rétablir la communication dans les deux sens, donc on a vu que le programme était capable de me parler, maintenant j'aimerais pouvoir en fait récupérer des données à partir du terminal. J'aimerais en fait que mon programme s'arrête, demande une valeur, je vais avoir la possibilité de rentrer une valeur, et à partir de cette valeur, je vais de nouveau en fait pouvoir continuer mon programme avec cette valeur qui a été saisie. Alors là, c'est la fonction scanf qui va me permettre de récupérer ce qui est écrit sur l'entrée standard. Donc par défaut, ça va être la fenêtre de terminal. Là aussi, on va parler un petit peu des paramètres de la fonction. Le premier argument de la chaîne de caractères est la chaîne de caractères à lire. Les arguments suivants sont les variables où stocker l'information. Donc on va voir que ça marche comme le printf. On va avoir de nouveau cette notion d'indicateur de type. Alors imaginons que je demande l'âge d'une personne et que je veux stocker cet âge dans une variable n entière, eh bien je vais faire un scanf dont le premier argument est une chaîne de caractères qui va poser un masque sur ce que je lis. Donc si je ne lis qu'un entier, eh bien je vais récupérer un %d, et en fait je vais devoir lire ce %d, je veux le stocker dans la variable n. Ok. Alors vous avez vu peut-être, vous avez remarqué que devant ce n, il y a un et commercial. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on va en reparler lorsque l'on parlera de pointeurs et d'opérations d'adressage. Gardez simplement à l'esprit pour l'instant que si je ne mets pas ce et commercial devant le n, la fonction scanf ne pourra pas modifier la valeur de n. Et je vais donc avoir un problème. On va essayer de voir ce que ça donne dans un programme, et on va voir en fait qu'un scanf dont vous allez oublier le et commercial, vous allez rapidement vous en rendre compte. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Je vais reprendre mon petit programme. Et l'année, en fait, tout simplement, je veux pouvoir la saisir. Donc, c'est-à-dire que je vais demander, en fait, une année. Alors, merci de me donner une année. Voilà. Je vais demander une année. Et je vais donc récupérer, en fait, l'année qui va être saisie par un utilisateur. Alors, cette année, elle est au format entier. Alors je vais juste mettre quelque chose dans année ici, voilà, année égale 0. Je vais donc récupérer une année qui est de type entier, et je vais la stocker dans la variable année. Alors là, volontairement, j'oublie le et commercial pour que l'on voit ce qui se passe. Je lance la compilation de ma fonction d'affichage. Ah oui, c'est pas du C++. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Printf. Print was not declared in div scope. Ah oui, ça c'est à force de faire du Python.
La fonction est effectivement printf en C. Affichage, merci de me donner une année, 2023. Et vous voyez en fait qu'il ne se passe rien. En fait, la chaîne derrière n'a pas été écrite. Ok. Alors tout simplement, puisque la fonction scanf en fait a complètement raté, puisqu'elle n'est pas arrivée à mettre à jour année, en fait le programme s'est interrompu ici. Si je veux pouvoir modifier la valeur de la variable année, je vais devoir mettre un et commercial devant, et encore une fois je ne vais pas m'étendre sur les explications à ce niveau-là. Gardez juste à l'esprit que le et commercial va vous permettre de modifier la valeur de année dans scanf. Et on reviendra sur cet aspect-là quand on parlera des pointeurs. Donc je compile, je relance l'affichage, merci de me donner l'année 2023 et j'ai 35 ans en 2023. Ok, donc vous voyez que cette fois-ci j'ai bien lu ma donnée et année a bien été alimentée cette fois-ci avec 2023. Donc vous voyez que si vous oubliez le commercial, en fait, le programme s'arrête et vous allez tout de suite vous rendre compte en fait, qu'il y a une erreur à ce niveau-là. Ok, ça marche. On va parler un petit peu des commentaires. Alors les commentaires, quand on commence à programmer, c'est un outil qui est très intéressant, puisque ça va vous permettre de vous laisser des petites notes sur des choses, des instructions qui sont peut-être un petit peu difficiles à saisir. Vous pouvez en fait vous créer de la documentation pour vous-même, pour que, en relisant le programme, vous compreniez assez rapidement en fait ce qui se passe dans ce programme. Alors, ce sont des instructions spéciales en fait, et ça permet en fait de dire au compilateur, en fait, ça c'est pas pour toi, c'est pas pour la machine, c'est pour le développeur et c'est à lui que vont servir ces différentes lignes. Alors vous allez voir qu'il y a quand je crée des commentaires, par exemple, vous allez voir que la couleur va être directement différente. Alors j'ai deux façons de créer des commentaires, soit je crée des commentaires en ligne, et donc là tout simplement, je vais créer en fait avec des slash. Ceci est un commentaire en ligne, et en fait, ça veut tout simplement dire que cette partie verte que je viens de mettre en place, elle ne sera pas exécutée par la machine, elle ne sera pas considérée comme une instruction. C'est simplement, quand je vais ouvrir mon programme, c'est une aide qui va me permettre en fait de savoir ce que feront certaines instructions. J'ai une autre façon de créer un commentaire en ligne. Je peux le commencer avec un slash étoile et je le termine avec un étoile slash. Et en fait, tout ce qui va être entre ces deux caractères, ça va être du commentaire. Alors cette instruction elle est intéressante parce qu'elle permet, par exemple, quand on teste votre programme, de mettre en fait rapidement une partie de votre code en commentaire. Voilà. Donc si je le mets en commentaire, eh bien cette partie de code ne sera pas exécutée quand je vais recompiler le programme. Donc ça peut être assez intéressant pour plusieurs choses, effectivement, pour enlever une partie de ce que vous avez à faire et également de mettre des instructions, des choses, des aides ou de la documentation directement dans le programme. Ça peut aussi être des aides pour les autres développeurs si vous travaillez en équipe. Vous pouvez aussi commenter votre programme sur les petits points un petit peu difficiles à comprendre. Vous pouvez insérer un commentaire pour justement aider vos collègues qui chercheront des infos à ce niveau-là. On va maintenant s'intéresser aux différents types qui existent et on va commencer en fait par les types numériques, les entiers. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne en mémoire. Alors les entiers peuvent être de plusieurs types selon la précision voulue. Alors short ou short int, long ou long int. Alors qu'est-ce que ça veut dire la précision? Eh bien ça veut tout simplement dire que plus vous allez aller vers le long, plus en fait vous allez pouvoir utiliser de chiffres significatifs. Plus vous allez aller avoir le short, moins vous allez avoir de signes significatifs. Alors pourquoi est-ce qu'on ne déclarerait pas tout en long? Tout simplement parce que le long va utiliser plus de place mémoire que le short. Donc l'idéal, c'est toujours de dimensionner une variable par rapport à ce que vous avez besoin. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre un petit exercice, d'utiliser une fonction qui s'appelle sizeof. Et sizeof va nous permettre de savoir en fait quelle est la place que l'on va utiliser en mémoire. Ok, donc on va utiliser simplement les longs, les shorts et les int. Alors, je vais reprendre simplement mon petit programme qui est ici. Ouais, je vais vider ça. Et je vais dire quoi? Alors je vais déclarer une variable de type short, donc c'est un entier. Je vais déclarer une variable de type int, un entier également. Je vais déclarer une variable de type long, un entier également.
Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais afficher en fait la longueur qui est utilisée par chacun, le nombre de cases mémoire en fait qui est utilisé par chacun de ces types. Pour ça, je vais recourir en fait à la fonction sizeOf et je vais dire par exemple, pour un short, eh bien, je vais mettre combien prend un short en mémoire. Donc la longueur, c'est simplement un entier. Donc si je veux afficher de la longueur, je vais utiliser %d de nouveau pour afficher un entier. Et qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher sizeOf S, donc la taille d'un short. Et puis ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais dupliquer cette ligne et je vais en fait la transformer. Alors j'ai un short, j'ai un int, j'ai un long, j'ai un int, c'est la longueur de i, et ça c'est la longueur de l. Voilà. Je vais compiler, et je vais faire mon affichage. Ok. Alors, c'est pas très beau, il m'a mis tout sur une ligne en fait. Donc comment je peux me débrouiller pour pas que tout soit sur la même ligne? En fait, je vais simplement rajouter le caractère qui me permet de sauter à la ligne, et le caractère qui me permet de sauter à la ligne, c'est \n. Alors \n, c'est effectivement, j'ai tapé \en, qui a l'air d'être 2 caractères, mais en fait \n est considéré dans le C comme étant qu'un seul caractère, et c'est un caractère non imprimable, et c'est le caractère qui me permet de sauter à la ligne. Donc quand vous mettez un \n dans une chaîne de caractères, vous sautez simplement à la ligne. Voilà, donc j'ai un short qui vaut 2, j'ai un int qui vaut 2, j'ai un long qui vaut 4. Un int qui vaut 4, un long qui vaut 4. Donc on s'aperçoit aussi que dans la configuration dans laquelle je suis, et avec le compilateur que j'utilise, eh bien en fait j'ai pas de différence entre le int et le long. Alors c'est pas vrai pour toutes les architectures matérielles, on peut avoir des différences, tout simplement. Donc c'est bien de vérifier en fait quel est ce que vous allez pouvoir récupérer. Alors à quoi ça correspond ce 2 et ce 4 et ce 4? Ça veut simplement vous dire que le short en fait, il est stocké sur 2 octets. Alors un octet c'est quoi? Un octet c'est tout simplement ce que l'on appelle 8 bits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout simplement c'est 8 chiffres qui peuvent valoir 0 ou 1. Alors combien je peux stocker sur 8 bits? Tout simplement je vais prendre ma calculatrice programmeur, voilà, et je vais me mettre en binaire, et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, 1, ça correspond en fait à la valeur décimale 255. Ok, donc je peux stocker 256 possibilités, puisque j'ai aussi le 0, donc je vais de 0 à 255, ça fait 256 possibilités. J'ai donc, sur un short, je peux donc aller de 0 à 255. Alors c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait on va se rendre compte que le short est aussi ce que l'on appelle un entier signé, c'est-à-dire que je peux avoir des nombres négatifs comme des nombres positifs. Donc comme j'utilise un nombre qui va le premier chiffre qui va me permettre en fait de savoir le signe, ok, donc ça va valoir par exemple 0 si c'est plus, 1 si c'est moins, et bien si ce chiffre-là contient le signe, ça veut dire que je n'ai plus que 7 bits significatifs en fait pour mon nombre. Et donc si j'ai 7 bits significatifs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh bien je peux aller en fait de seulement moins 128. Alors je vais le reprendre un petit peu ici, Notepad. Au début j'avais dit que je pensais pouvoir aller de 0 à 256, mais puisque je prends un bit pour le signe, eh bien je peux aller de moins 128 à plus 127. Donc ça c'est les nombres que je peux stocker dans un short. Ok. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si je stocke quelque chose de plus grand que 127 dans un short, alors, un short, pardon, là j'ai mis vraiment un octet, alors qu'un short, j'ai vu en fait que c'était 2 octets. Ok, short ça me donne 2. Donc ça veut dire que short, 2 octets, c'est 1 octet c'est 8, 2 octets c'est 16. Donc ça veut dire qu'avec 2 octets, je peux représenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non, j'en ai compté un de trop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en ai compté un de trop. Ok, 16. Je peux aller en fait
de 0 à 65 535. Mais comme j'ai un bit sur les 16 qui est utilisé pour le signe, eh bien je ne peux pas aller de 0 à 65 535, je peux aller seulement jusqu'à 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je peux aller en fait seulement de moins 32 768 à plus 32 767. Donc un short suffit largement si jamais je veux modéliser les années, stocker les âges, ce genre de choses. Je peux largement utiliser un short, j'ai pas forcément besoin de prendre un int ou un long. On va juste essayer de comprendre ce qui se passe si jamais je dépasse la capacité de mon short. C'est-à-dire que si je mets un nombre dedans qui est plus grand que 32 767. Est-ce que ça va planter? Est-ce que ça va passer? Imaginons que dans mon short, je mette par exemple 33 000. Voilà, donc on dépasse en fait la limite. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est après avoir mis les size off, je vais aussi imprimer la valeur de mon short. Et la valeur, je vais l'imprimer. Alors la valeur de mon short, c'est un entier. Et je veux imprimer donc la valeur de S, tout simplement. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Ah, décidément, c'est printf. Et en fait, je me retrouve avec une valeur qui est de moins 32 536, alors que moi j'avais mis 33 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, en fait, j'ai tout simplement mon nombre qui a bouclé. C'est-à-dire que il est passé à 32 767 et j'ai fait plus 1 pour 32 768. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tout simplement revenu dans la version négative. En fait, quand vous dépassez la capacité, simplement, vous bouclez. Alors, comment ça s'explique ce bouclage? Tout simplement, c'est très simple. Si vous prenez par exemple les 8 bits qui sont ici, j'ai que des 1. Et si je rajoute encore 1 à cette partie-là, eh bien normalement, je devrais obtenir 1 et que des 0. Sauf que, dans ma mémoire, en fait, je ne stocke que 8 bits. Et donc, en fait, quand vous avez tous les bits à 1 et que vous rajoutez 1, vous revenez en fait à 0. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a ce bouclage au niveau de... en fait, de notre short. Donc, ça peut paraître un petit peu bizarre, puisque vous voyez que normalement, je ne devrais pas pouvoir mettre un nombre, et pourtant, C++ me permet de le faire quand même. Et j'obtiens malheureusement une valeur qui était un petit peu inattendue. Donc attention un petit peu au dépassement de capacité, ça peut amener des valeurs un petit peu étranges. Donc bien attention en fait à comment est-ce qu'on manipule les données. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire sur les valeurs numériques? Donc on a vu quand on dépassait la limite, ça c'est bon. Donc plus je veux de précision, plus je vais utiliser de place mémoire. Vous avez vu que le short va modéliser un nombre sur 2 octets, donc il va utiliser 2 cases mémoire. Un int ou un long va utiliser 4 octets, donc il va utiliser 4 zones mémoire. Donc le développeur doit donc choisir le type avec soin pour que je puisse effectivement avoir un intervalle assez grand pour modéliser toutes les valeurs que je veux pouvoir modéliser, mais par contre je ne suis pas non plus obligé de tout mettre en long, parce que sinon je vais vite en fait me retrouver avec une grande occupation de la mémoire. Et ça, c'est pas dans mon intérêt non plus. Surtout si je suis sur des sujets où la mémoire est limitée, comme par exemple la programmation embarquée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise énormément le C en programmation embarquée, parce qu'on va voir que le C a une gestion très fine de la mémoire et laisse l'accès à la mémoire à la discrétion du développeur. Ok, donc là par exemple, j'ai vu qu'il y avait cette notion de signe, et cette notion de signe, en fait, on peut se dire, pour certaines données en fait, que j'ai à gérer, j'ai pas forcément de signe. Par exemple, j'aimerais modéliser un âge, l'âge de quelqu'un, il va être rarement négatif. Et donc j'ai la possibilité également de dire, si jamais je n'ai pas besoin du signe, je vais lui dire tout simplement que je n'ai pas besoin du signe, et donc je vais faire un unsigned short. Alors unsigned short, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que j'ai pas besoin du signe en fait dans le premier bit. Le premier bit n'indique donc plus le signe, et donc comme le premier bit n'indique plus le signe, eh bien en fait je passe d'un intervalle de moins 32 768 pour un short à plus 32 767, je passe d'un intervalle de 0 à 65 535.
Donc maintenant, ça veut dire tout simplement que quand je n'ai pas de signe, eh bien j'ai 2 fois plus de valeurs positives permises. Alors ça voudrait dire maintenant que si jamais j'ai un unsigned short et que je mets 33 000 dedans, normalement, eh bien maintenant mon unsigned short est assez grand pour pouvoir gérer 33 000 valeurs. Et effectivement, vous voyez que j'ai bien un affichage de 33 000. Donc, encore une fois, si jamais votre valeur ne peut jamais être négative, vous pouvez passer par un unsigned short qui va vous donner en fait une précision beaucoup plus importante sur les nombres entiers. Ok, ça marche. On va essayer de comprendre un petit peu comment marchent les réels également de la même façon. Alors en réel, on va se retrouver avec principalement avec deux types qui sont le float et le double. Alors on peut regarder un petit peu comment marchent ces deux. On peut regarder également comment marche la place mémoire de ces deux types. On a donc un float que je vais appeler f. Alors du coup je ne vais pas mettre une valeur entière dedans. Et je vais mettre un double d. Et on va regarder aussi qu'il y a la différence entre les deux va principalement se jouer sur, alors le premier c'est f, le deuxième c'est d. On va voir que la différence va aussi se jouer sur la précision que l'on peut avoir. Donc là c'est un float, là c'est un double. Je compile et je récupère mon affichage qui me donne en fait float est sur 4 octets, double est sur 8 octets. Donc vous voyez que le double prend encore beaucoup plus de place, prend le double place mémoire qu'on avait dans les longues au niveau des entiers. Alors comment ça va se passer en termes de mémoire? Eh bien tout simplement, en termes de mémoire, je vous ai dit qu'un ordinateur ne sait gérer que des nombres entiers. Donc comment il va s'occuper de gérer un nombre double? Eh bien tout simplement, si par exemple j'ai la valeur 1,25, eh bien il va déjà essayer de transformer 1,25 en nombre entier. Il va donc dire que 1,25 c'est 125 finalement, divisé par 100. Et donc il va se retrouver avec deux entiers. Ça veut dire qu'il va stocker la valeur 125, il va stocker la valeur de l'exposant, c'est-à-dire que je suis obligé de le diviser par 10 puissance 2, et il va stocker le signe plus ou moins. Et donc en fait tout simplement, il va de nouveau arriver à transformer cette représentation en représentation binaire. Et quand je vais lire de nouveau mon double, il va faire quoi? Il va récupérer l'entier 125 qu'il a stocké, il va déplacer la virgule de 2 rangs vers la gauche, et puis tout simplement, je vais de nouveau récupérer en fait mon nombre. Donc en fait, il va toujours se ramener à des entiers, et il va toujours pouvoir stocker ces différents types de manière entière. Alors pour les doubles, en termes de précision, si jamais vous avez un réel sur 32 bits, comme c'est le cas pour le float, eh bien un bit va être utilisé pour le signe, 8 bits vont être utilisés pour l'exposant, c'est-à-dire de combien je dois décaler ma virgule, et 23 vont être utilisés par la partie significative du nombre. Si vous êtes sur un 64 bits, comme par exemple le double, eh bien vous allez avoir 1 bit pour le signe, 11 bits pour l'exposant, savoir de combien je décale, et 52 en fait pour la partie significative. L'exposant peut lui aussi avoir un signe, donc on peut se retrouver aussi avec du 10 puissance moins quelque chose. Ok, ça marche. Donc on a vu un petit peu comment fonctionnent les différents types. Alors pour les floats et les doubles, c'est pareil. De base, float et double comprennent des nombres positifs et négatifs. Si jamais vous ne voulez traiter qu'avec des nombres positifs, vous pouvez avoir un unsigned float, un unsigned double. Ok, exactement comme on peut l'avoir pour tous les types entiers. On va parler un petit peu du type booléen également. Alors le type booléen, il va servir énormément pour les éléments de logique. Il va me permettre de savoir en fait si une expression est vraie ou fausse. Alors le type booléen n'existe pas de base en C. On peut l'intégrer avec la bibliothèque stdbool.h. Comment gère en fait le C gère le booléen? En fait, le booléen C le gère en fait comme une valeur entière et donc il n'a pas défini un type propre. Et C considère donc qu'en fait que 0 c'est l'équivalent de faux et que le reste en fait ça vaut vrai. Voilà un petit peu. Donc on peut se passer des booléens en C. On peut par contre effectivement faire intervenir la bibliothèque stdbool qui en fait ne fait rien d'autre en fait que créer deux libellés
vrai et faux, et de les affecter des valeurs 0 et 1. Ça fait pas beaucoup plus. Alors je vous propose quand même de regarder un petit peu comment ça marche. Je vais donc encore créer... Je vais rester là-dedans. Donc, je vais avoir besoin d'intégrer la bibliothèque stdbool, donc std toujours pour standard, bool.h. Ok. Et cette bibliothèque, on va voir qu'elle va me permettre de créer en fait le type bool, et je vais pouvoir mettre true dedans. Par exemple, je peux créer par exemple une variable b qui va contenir en fait la valeur false. Et donc je vais me retrouver avec la notion de booléen que l'on retrouve dans les autres langages. Alors on va juste regarder un petit peu ce qu'il y a dans ces valeurs-là. Je vais simplement faire un printf, et je vais dire, je vais afficher la valeur vraie, je vais afficher un %d, et je vais afficher en fait la valeur de a. Et puis, je vais mettre en dessous qu'est-ce qui correspond à la valeur faux, et je vais afficher la valeur de b. Et on va regarder en fait simplement comment C++ gère ces éléments-là. Voilà, je crée l'affichage, je fais l'affichage. Ah, c'est pas très joli là. Je vais simplement faire des retours à la ligne pour que ce soit un petit peu plus lisible. Voilà. Et donc il me dit, voilà, la valeur de vrai, ça vaut 1, et la valeur de faux, ça vaut 0. Donc tout simplement, derrière true et false, tout ce qui a été fait, en fait, c'est d'associer à chacun de ces libellés, en fait, une valeur numérique. Alors, il y a des choses qui peuvent être assez surprenantes, mais en C++, en fait, si vous faites un if 1, ça on verra les structures conditionnelles un peu plus tard, mais si vous faites un if 1, ça veut donc tout simplement dire vrai, et vrai, ça veut donc dire que cette condition est toujours vraie. Si vous mettez un if 0, ça veut donc dire que cette condition est toujours fausse et que vous ne rentrerez jamais dans la structure conditionnelle. Donc attention, il y a des choses un petit peu bizarres comme ça qui peuvent se passer. Comme l'ordinateur ramène toujours tout à des entiers, des fois en fait vous avez une opération qui va vous ramener un entier, et cet entier va pouvoir être lui aussi exprimé sous forme de condition, et va pouvoir être interprété comme étant un booléen. Si la valeur est à 0, c'est considéré comme faux, n'importe quelle autre valeur, c'est considéré comme vrai. Donc ça peut donner parfois des résultats un petit peu farfelus. Ok. Donc pour les booléens, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Non. Ok. Je vous propose donc de passer au caractère et au type de caractère. Alors c'est pas chaîne de caractères, là c'est vraiment caractère. Donc c'est un seul caractère. Et le type caractère, il est stocké sur 8 bits, il est donc stocké sur un octet. Quand je veux affecter un caractère à une variable de type char, eh bien je suis obligé d'encadrer le caractère par des simples cotes. Alors on va voir que la double cote, ça va être la marque d'une chaîne de caractères, alors que la simple cote, ça va être la marque d'un caractère. Attention à ne pas inverser les deux. Alors il existe des caractères spéciaux en C, et quand vous les mettez dans une chaîne de caractères, ils ont une signification particulière. Alors on avait déjà vu le \n qui permettait de retourner à la ligne. Il existe beaucoup d'autres paramètres, par exemple le paramètre tabulation, \t, ou le \a qui va permettre d'utiliser le pip de votre ordinateur. Autre chose qui peut être assez intéressante, quand vous faites un double cote, ça va vous permettre en fait d'écrire également une double cote dans la chaîne de caractères. Et donc tout ça, ça peut être très intéressant à utiliser. Alors, on va juste essayer de faire quelques petits exemples sur les caractères, pour montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, un caractère va se déclarer avec le type char. Donc, char C, eh bien, je vais pouvoir, par exemple, dire, voilà, ça contient la lettre A. Donc, on n'est pas sur une chaîne de caractères, on est vraiment que sur un caractère. Et donc, si je veux afficher mon caractère, eh bien, je vais simplement faire un printf %c et, par exemple, dire, voilà, je veux afficher C. Je compile, affichage, hop, et j'ai ma lettre A. Ok. Alors, on voit que cette chaîne de caractères, voilà, c'est ce que je vous disais. On avait utilisé le \n qui me permettait de sauter à la ligne. Ça, c'était bon.
Et effectivement, comment ça se passerait si ce A, je voudrais le mettre en double cote au moment de l'affichage? Ben en fait, si je mets juste des doubles cotes autour, en fait, vous voyez que C++ perd un petit peu le fil. Il me crée plein d'erreurs parce que pour lui, il estime que là, j'ai une chaîne de caractères qui s'ouvre et qui se ferme. Ici, j'ai une chaîne de caractères qui s'ouvre et qui se ferme, et au milieu, en fait, j'ai quelque chose qui est entièrement bizarre puisque c'est des symboles qui, normalement, devraient être dans la chaîne, mais qui maintenant ne le sont plus. Donc ça veut dire que je vais utiliser le backslash pour dire je vais protéger cette cote. Et cette cote, en fait, c'est pas la double cote de fermeture de chaîne, mais c'est la double cote que je veux écrire. Et de l'autre côté, pareil, je vais faire une double cote ici, qui va dire, en fait, tout simplement, c'est la double cote que je veux écrire. Voilà. Alors, j'ai encore un problème? Non. Et donc, vous voyez que cette fois-ci, je suis arrivé à écrire A, qui est entouré de double cote. Puisqu'en fait, ces doubles cotes, je leur ai dit, en fait, c'est pas... Tu ne dois pas interpréter cette double cote comme la fin d'une chaîne de caractères. Je veux simplement que tu m'écrives double cote. Voilà. Donc ça paraît, l'écriture est un petit peu spéciale, mais en fait, avec l'explication, on comprend assez rapidement ce que ça fait. Ok. Alors, un petit mot sur le typage explicite et le typage implicite. On a vu que dans le langage C, à chaque fois que je déclare une variable, je suis obligé de donner son type. Ok. Ça veut dire tout simplement que, à partir du moment où, par exemple, j'ai fait un int A, eh bien, je sais que A sera considéré comme un entier pendant toute la partie pendant tout le déroulement du programme. Ok. Ce type va me permettre en fait de savoir aussi quelles sont les opérations que je vais avoir le droit de faire sur A. Si c'est un entier, je sais que je vais pouvoir l'additionner, je sais que je vais pouvoir le multiplier, le soustraire et ainsi de suite. Si jamais je sais que c'est un caractère, eh bien je peux le concaténer, je peux le chercher dans une chaîne et ainsi de suite. Donc le type est très important parce qu'il va me permettre de savoir quelles sont les opérations que je vais pouvoir effectuer sur la variable. Alors on a d'autres langages, comme par exemple le Python, qui n'ont absolument pas cette notion de typage. C'est-à-dire que en Python, je ne fais pas un int A. Si jamais je veux mettre simplement la valeur 5 dans A, eh bien je me fais A égale 5 et je vais m'apercevoir que la valeur 5 a été sauvegardée dans la variable A. Alors est-ce que ça veut dire que Python n'a pas de type? En fait, on va se rendre compte que si. Python a bien un type, puisque si je fais un type A, vous voyez bien qu'il me dit que A est un int. Donc il y a bien cette notion de type, sauf que Python en fait récupère le type à partir du moment où je mets une valeur dans A. Quand je mets 5 dans A, Python estime que 5 est une valeur entière, et donc probablement ce que j'ai envie, c'est d'avoir une variable de type entière. Python a par contre cette flexibilité de dire que si jamais je mets 5.0 dans A, vous voyez que c'est le même A, c'est la même variable, et bien en fait maintenant A contient 5.0, et si je prends le type de A, et bien tout simplement, vous voyez que maintenant A est devenu un float, donc un nombre réel. Alors ça c'est un peu une flexibilité de Python qui est intéressante parce qu'elle permet de faire rapidement des choses, d'utiliser la même variable pour avoir des notions différentes dedans. Par contre, le problème, c'est que effectivement, Python ne vous provoquera pas d'erreur sur ce genre de choses et vous laissera passer. Donc si par exemple, vous vous attendez à ce que vous ayez un entier dans une variable et à un moment donné, vous mettez autre chose dedans, en fait, Python ne posera pas de problème. C et C++ sont des langages qui, si jamais vous définissez que votre A est un entier et que vous décidez tout d'un coup de mettre une chaîne de caractères dedans, eh bien vous aurez un problème et en fait, C et C++, le programme ne compilera pas et vous demandera de corriger le problème avant d'aller plus loin. Donc c'est deux philosophies un petit peu différentes. Moi j'aime bien la philosophie de C++ personnellement parce que ça permet de retrouver assez rapidement les problèmes dès le début, dès la compile. Le C arrive à vous dire en fait que là on est en train de mettre quelque chose, une valeur en fait pour laquelle la variable n'est pas prévue. Et donc tout simplement c'est quelque chose qui vous permet de corriger assez rapidement vos erreurs, alors qu'en Python vous risquez de traîner vos erreurs très longtemps puisque vos erreurs ne sont pas soulignées et le programme risque de continuer avec une valeur erronée dans une donnée. Voilà un petit peu la différence. Donc typage explicite d'un côté avec le C, explicitement on dit de quel type est la variable, typage implicite en Python, où le type de la variable est déduit en fonction de la valeur que l'on met dans la variable. On va parler encore de constante, avant de faire une dernière mise en pratique. Alors la constante, c'est quoi? C'est tout simplement une façon de stocker de l'information,
mais cette information, je ne veux pas qu'elle soit modifiée au cours du temps. Pour l'instant, on a vu que les variables, eh bien, je pouvais stocker à un moment donné 5 dedans. Si la ligne d'après, je voulais stocker 7, il n'y avait aucun problème, je pouvais changer la valeur de la variable. Nous, on a aussi des données où on n'aimerait pas que ces données changent. Par exemple, en physique ou en mathématiques, on a des fois des constantes. Alors, je pense notamment à la constante pi, par exemple. Et cette constante, je voudrais l'initialiser une fois pour toutes au début du programme et je ne voudrais absolument pas que quelqu'un puisse me modifier la valeur de pi. Ok ? Donc, j'ai la possibilité d'utiliser un petit mot-clé qui s'appelle const. Et ce petit mot-clé se met simplement devant une définition de variable classique. Par exemple, si je prends double et que j'ai ma valeur de pi, et que ma valeur de pi, je mets dedans 3, 14, 1, 5, 9, voilà. Ok, si je veux afficher la valeur de pi, donc pi est un réel, donc il faut que j'utilise le %f pour afficher les floats, et j'ai la valeur de pi, ici, voilà. Je compile, voilà, et ça me donne bien 3, 14, 1, 5, 9. Sauf que le problème, c'est que si je le fais comme ça, eh bien, je pourrais très bien en fait modifier la valeur de pi. Par exemple, mettre 5, 14 dedans. Ça poserait aucun problème. Si je recompile, je m'aperçois que j'ai modifié la valeur de pi. Et bien tout simplement, si je mets le petit mot-clé const devant, vous voyez en fait que dès le début j'ai une erreur. Et si je vais sur l'erreur, ça me dit expression must be a modifiable L-value. Alors, c'est toujours intéressant de comprendre les messages d'erreur. Alors une L-value, c'est quoi? L-value, c'est tout simplement la left value. Ça veut dire tout simplement c'est la valeur qui est à gauche de l'affectation. Okay, et donc, pourquoi C++ est en train de râler, il me dit qu'en fait, que si la valeur de gauche de l'affectation, c'est celle que je veux modifier, eh bien, il faut qu'elle puisse être modifiable. Et là, en disant que cette valeur était constante, j'interdis en fait toute modification de cette valeur. Et donc, quand je vais compiler, je vais me retrouver... Ah, j'ai pas sauvegardé. Je me disais aussi. Vous voyez que là, j'ai une erreur. Assignment of read-only variable pi. Donc j'ai une variable qui est en read-only, en lecture uniquement, et donc je ne peux pas modifier sa valeur. Et donc ça, c'est une sécurité qui va me permettre d'être sûr que tous les calculs seront faits avec la même constante, puisque je n'aurai pas le droit de la modifier. Voilà un peu ce que l'on pouvait dire sur les constantes. Alors, je voudrais juste terminer sur une petite mise en pratique. Une petite mise en pratique qui va nous permettre de récupérer toutes les notions que l'on a abordées. Alors cette mise en pratique, ce que je voulais faire, c'est on va écrire un petit programme C basé sur deux variables, l'année de naissance d'une personne et l'année actuelle. On va réfléchir à ces types-là. Le programme lit l'année de naissance dans le terminal et on va afficher le message « Vous êtes né en année de naissance » et ensuite on va calculer l'âge et on va afficher quel âge a la personne. Ok, ça marche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je vais prendre ma fonction d'affichage qui est ici, et je vais dire, en fait, tout simplement, je vais déjà déclarer les variables. Alors, rester des boules, j'en ai plus besoin non plus. Je vais tout simplement dire que je vais déclarer les variables. Alors, qu'est-ce que j'ai comme variable à ce moment-là? J'ai l'année de naissance. Voilà. Alors, je vais l'initialiser à 0. J'ai une autre où j'ai l'année actuelle, dans laquelle je mets 0. Et j'ai encore, je veux calculer un âge, donc il faut aussi que je stocke l'âge après le calcul. Pour l'instant, je l'affecte à 0. Alors, l'année actuelle, je vais la fixer directement, hein. On est en 2023, donc je vais fixer l'année actuelle. Ok, ça marche. Donc, je vais fixer l'âge, et donc, qu'est-ce que je vais dire? Tout simplement, je vais demander à l'utilisateur de me donner son année de naissance. Je vais lui demander son année de naissance, je vais aller à la ligne, et je vais donc récupérer son année de naissance. Son année de naissance, il faut donc que je fasse un scanf. Scanf, l'année de naissance que je veux récupérer, c'est le type entier, donc je vais utiliser l'indicatif %d, et je vais vouloir le stocker dans année naissance. Mais pour que je puisse modifier l'année de naissance, il ne faut pas que j'oublie de mettre mon et commercial devant la variable,
c'est ce qui va me permettre de modifier l'année de naissance dans ma fonction scanf. Ok. Une fois que j'ai l'année de naissance et l'année actuelle, eh bien je peux calculer l'âge. L'âge, c'est quoi? C'est tout simplement l'année actuelle moins année... Ah oui, naissance. Ok. J'ai calculé l'âge. Voilà. Et je peux donc dire, en fait... Alors, vous êtes né en... Alors, je suis né en quoi? En une année, donc une année c'est de l'entier, donc je vais récupérer %d. Et vous avez, je vais afficher l'âge, l'âge est également un entier, %d, en. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette ici? Alors je vais encore mettre un retour à la ligne pour que ce soit plus sympa à lire. Eh bien, ça veut dire quoi? Que dans ma chaîne de caractères, le premier élément que j'ai ici, eh bien c'est l'année de naissance, donc ça veut dire que le premier argument que je mets, c'est l'année naissance, et le deuxième argument que j'ai, c'est l'âge que j'ai calculé, et donc en fait je vais mettre la variable âge. Je vais terminer mon printf, je vais sauvegarder, je compile, et je vais regarder si tout fonctionne correctement. J'ai mon année de naissance, vous êtes né en 1978 et vous avez 45 ans. Voilà, mon programme fonctionne. Donc j'ai utilisé tout ce que j'ai vu un petit peu. J'ai déclaré des entiers. Alors là, je suis même sur des années et des âges. Donc j'aurais même pu me dire que si j'avais voulu être plus précis, j'aurais même pu utiliser des unsigned short. J'ai pas besoin d'avoir un signe et je peux être sur une donnée qui est beaucoup plus petite en fait que le int. Et vous voyez que là, ça marche toujours, puisque l'âge, en fait, il y a peu de chances que vous ayez un jour plus de 65 000 ans. Alors, j'ai récupéré l'année de naissance, et vous avez 0 ans. Ah. Pourquoi j'ai 0 ans? J'ai récupéré l'année actuelle qui est de 2023. L'année actuelle est de 2023. J'ai récupéré... Ah, est-ce que peut-être que quand je veux faire un scanf d'un unsigned short, j'ai peut-être besoin d'autre chose. C'est peut-être l'indicatif qui est pas bon. Et donc en fait il comprend pas le format du unsigned. Il faut peut-être que je le change. C'est peut-être en fait, ouais, comme je suis sur du unsigned, il faut peut-être que je change le format. Année de naissance 1976. Vous êtes en 76 et vous avez 47 ans. Ok, ça marche. Donc il y a effectivement, il faut faire attention quand vous passez à l'unsigned short. C'est un truc auquel j'avais pas fait attention. Il faut effectivement passer sur du... il faut changer l'indicateur en %U qui permet du coup de mettre de l'unsigned short. Ok. Voilà. Alors j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet exemple-là. Il fonctionne complètement. On a fait un petit peu d'optimisation en termes de typage. Pour utiliser le moins de mémoire possible, en changeant en short ces trois variables, on a divisé par deux en fait la place mémoire qui était prise par rapport au int, donc ça nous permet de voir aussi un petit peu une notion d'optimisation de la mémoire. Ok. Voilà donc première vidéo de programmation en C. On a passé ce chapitre sur les variables, le stockage des informations dans les variables et les types de variables. Donc j'espère vous avoir fait comprendre aussi l'importance des différents types. J'espère aussi avoir mis en lumière justement le fait qu'utiliser des types différents va de temps en temps avoir un impact sur la mémoire. Vous avez des types qui vont prendre plus de place mémoire, d'autres qui vont en prendre moins. Donc l'idée c'est toujours de dimensionner en fait votre besoin de mémoire par rapport aux données que vous avez à stocker dedans. Si vous stockez des âges, eh bien un short va largement suffire.
Je voulais aussi vous montrer que si jamais vous stockez une valeur qui va dépasser la limite de stockage permise par le type, et bien tout simplement vous allez boucler, vous n'allez pas provoquer d'erreur. Ça c'est très important à comprendre, parce qu'en fait quand vous avez une erreur c'est très facile de la corriger. Les pires erreurs que vous aurez à résoudre, ce sont celles en fait qui ne provoquent pas d'erreur et où le langage ne vous mettra pas le doigt sur ce qui ne va pas. Parce que là vous allez quand même avoir une variable entière plausible, et donc vous allez continuer avec vos calculs avec peut-être une mauvaise valeur. Donc on a parlé des types entiers, on a parlé des types réels, on a parlé des types caractères, et on a vu aussi toutes les fonctions qui nous permettaient de interagir avec la machine, d'interagir avec le programme, au travers des fonctions printf et scanf. Printf qui nous permet d'avoir un résultat, scanf qui nous permet nous-mêmes en fait d'influencer le programme par une valeur que l'on mettrait dans le terminal. Donc c'est une bonne première entrée en matière en C. Alors on a encore des programmes assez figés, on ne peut pas encore faire de choix, on a encore plein de choses à voir, mais ça nous a permis quand même d'écrire un premier programme et de voir un petit peu la syntaxe de C et de se familiariser avec. On va donc continuer sur ce voie-là et d'aller le plus loin possible en C pour vraiment nous familiariser avec toutes les spécificités du langage. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour voir la suite de ce que l'on peut faire avec le langage C. À bientôt!